Bonjour tout le monde, on continue s'il vous plaît sur la granulométrie et surtout sur les indices granulométriques. Donc on va détailler un petit peu les indices granulométriques. Je vous rappelle qu'on a déjà défini les paramètres granulométriques et on les a tracés sur la courbe cumulative, et maintenant il faut passer à voir ces paramètres granulométriques en chiffres, c'est-à-dire que c'est vous qui vous allez bien sûr définir exactement ce que vous avez trouvé ici en millimètres. Donc dans un premier temps, vous pouvez très bien les convertir, enfin les donner en microns, et comme vous voyez sur ce tableau ici, j'ai commencé par faire Q16 en microns, Q25 en microns, Q50 en microns, Q75 en microns, Q84 en microns. Donc c'est ce que ma courbe m'a permis de dégager, bien sûr, ici. Donc je suis précis, donc j'essaie de faire des choses précises, et c'est pour ça que l'on utilise bien sûr une feuille semi-logarithmique, bien sûr, millimétrée. Donc là, semi-logarithmique, je veux dire, bon, elle est millimétrée dans l'axe des icariques, bien sûr. Donc une fois que j'obtiens ça, bien sûr, je les convertis en millimètres. Donc on va aller plus vite maintenant, bien sûr. Vous comprenez que il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, c'est des questions de calcul. Donc 0,27 et 0,335 et 0,38. Voilà. Ça, ce sont les, bien sûr, les paramètres, je dis bien les paramètres en millimètres. Donc ce sont bien les paramètres en millimètres. C'est ce que je vais utiliser dans les calculs, parce que la définition, elle était claire, il fallait bien donner les paramètres en millimètres. Bon, bien sûr, ne vous intéressez pas à la suite, puisque on va la voir tous ensemble. Bon, les indices granulométriques, il y a des types d'indices, si vous voulez. Il y a, selon les auteurs, certains ont défini des indices, comme le cas, on va commencer par le cas le plus, disons celui dont on parle toujours presque. Donc on va utiliser les auteurs, on va parler des travaux des auteurs qui sont les plus connus, si vous voulez. Il y a bien sûr d'autres qui n'avaient pas plus, disons un petit peu, qui étaient ou qui ne sont pas vraiment, disons, courants dans la bibliographie, si vous voulez. Bon, les indices de Trask, on va commencer par les indices. Donc, je sais pas, je peux faire un, si vous voulez. Les indices de Trask, c'est à peu près au 1936 qu'il a commencé déjà. Trask, c'est un auteur, c'est un chercheur qui a déjà commencé aux environs de 1936 à s'intéresser de très près à ces rapports et à ces relations mathématiques, si vous voulez, et pour caractériser les sables en général et les tamisages, ou enfin les résultats des tamisages. Il va commencer donc Trask, il va nous donner d'abord la moyenne. Donc une moyenne arithmétique, n, qui selon Trask, bien sûr, elle va la définir comme n égale, tout simplement, c'est une moyenne arithmétique, mais il va s'intéresser aux deux bornes, si vous voulez, Q75, donc je vais faire ici les parenthèses, donc Q minuscule, je précise que jusqu'à maintenant, pour Trask, on va travailler avec des Q minuscules et en millimètres, bien sûr. Ici, les indices de Trask sont toujours définis en millimètres. Donc Q25, pardon, plus Q25, plus Q75, le tout sur 2.
Donc, rien de spécial, c'est la moyenne qui va vous servir à définir la moyenne par rapport au mode. Donc, vous allez trouver si les calculs de la moyenne vont vous donner exactement si ça coïncide avec le mode. Bien sûr, vous vous rappelez, le mode, c'est le point culminant de la courbe cumulative, de la courbe de fréquence. Et donc, vous pouvez voir si le mode correspond bien sûr à la moyenne ou non, s'il est décalé vers les grossiers ou vers les fins. Il va définir aussi comme deuxième indice, il va définir l'indice de classement. Indice de classement de Trask. C'est, je vais faire S0. Donc je vais l'écrire S0. C'est l'indice de classement de Trask. Il va le définir comme S0 égale à la racine. Ben, je vais l'écrire comme ça. Je sais pas, bien sûr, c'est la racine carrée de Q75 sur Q25. Bien sûr, c'est la racine de tout le quotient, si vous voulez, de tout ce rapport Q75 sur Q25. Pardon. Donc, on va quand même ici parler des... Oui, je vais vous l'écrire autrement, mais surtout, on va l'interpréter. Ok, donc on va l'interpréter. Comment va-t-on l'interpréter? On va dire tout simplement, si SK, là je vais vous dire que je vais résumer quand même. Si S0 est inférieur, c'est dans le détail, si c'est inférieur à 1, on va dire que tout simplement, on aura un très bien classé. Très bien classé. C'est-à-dire que le sédiment, il est très bien classé. Le très bon classement dans la nature, ce n'est pas toujours possible, bien sûr. Il y a certains environnements dans lesquels vous allez trouver les sédiments très bien classés, c'est surtout dans le domaine éolien, sinon sur la plage, un petit peu, mais pas tous les autres, bien sûr. Tous les autres domaines ne vont pas vous donner des choses bien classées. Donc je résume ici. Ce n'est pas tout le détail, bien sûr. Je vais faire si S0 est comprise entre, si vous voulez, S0 comprise entre jusqu'à 2,5. Jusqu'à 2,5. C'est un classement, disons un bon classement. Ce n'est pas très bien classé, mais on va dire quand même bon classement. Bon classement. C'est ce que la plupart des auteurs disent un petit peu. Je vous donne ici le résumé de tout ce que les auteurs ont de commun. Parce qu'on peut les détailler avec des augmentés par des 0,5, etc. Bon, ça complique un petit peu, ça, on ne retient pas rien finalement. Mais si c'est vraiment, moi je dirais que si c'est supérieur à 3, donc si c'est supérieur, bon, je vais résumer, bon, c'est très simple. Si S0, voilà, on va faire comme ça, parce que si vous avez bien sûr des choses sérieuses, vous allez chercher dans la bibliographie pour trouver, disons, si c'est supérieur à 3, bon, on va dire classement moyen, si c'est supérieur plus, c'est supérieur à 2,5, donc je reste vraiment dans 2,5. Si c'est supérieur à 2,5, donc on va dire que c'est mauvais classement à très mauvais classement. Donc,
faiblement classé à très mauvais classement. Faiblement classé. Et plus ça va vers les 4, si vous voulez 3,5, 4, plus c'est très mauvais classement. Voilà, vous allez retenir les 3, c'est beaucoup plus simple à retenir. Si on est inférieur à 1, bon, c'est un très bon classement, très bien classé. Si c'est autour de 1, supérieur à 1 jusqu'à 2,5, bon, on va considérer que c'est un très bon classement, un bon classement. Mais si c'est supérieur à 2,5, bon, ça veut dire que c'est faiblement classé. Et si ça augmente sur au-dessus de 3, 3,5, donc c'est déjà le mauvais classement ou très mauvais classement lorsque ça dépasse le 4. Donc ça c'est à retenir facilement, beaucoup plus facilement que si l'on fait un petit peu plus de détails. Voilà, donc ça c'est déjà, bon, si vous voulez, bon, je peux bien sûr vous montrer ici qu'est-ce que exactement ça veut dire. Bon, voilà dans le détail, vous voyez, dans le détail, bon, ici c'est la racine de Q75 sur Q25, extrêmement bien classé, très bien classé, bon classement, normalement classé, faiblement classé, très mal classé. Donc moi j'ai résumé tout ça dans ce que j'ai donné ici. On a retenu 3 options si vous voulez et avec une interprétation directe. Voilà. Donc je continue ici. On a un autre indice qui est l'indice d'asymétrie. L'indice d'asymétrie de Trask. Donc l'indice d'asymétrie de Trask, bon, j'écris en asymétrie, c'est SK. En anglais, ça s'appelle skewness. Donc, il vaut mieux l'écrire ici. C'est SK. Skewness, comme en anglais, skewness. Donc, SK, il va le définir comme SK égale Q. Bon, je vais faire comme des parenthèses. Q25 multiplié par Q75. Ok. Le tout sur Q50 au carré. Q50 au carré. J'écris bien au carré comme ça. Bon, vous allez l'écrire correctement, bien sûr, pour vous. Ça veut dire, bon, c'est pas la peine de... C'est-à-dire Q25 multiplié par Q75 sur Q50 au carré. Donc je ne peux pas l'écrire ici, sinon il faut chercher un tas de choses. Donc là encore, une interprétation s'impose. On va interpréter selon les interprétations que Trask va présenter avec ce rapport, si vous voulez, cette relation skewness. C'est l'asymétrie. L'asymétrie, c'est-à-dire, est-ce que la courbe est symétrique ou n'est pas asymétrique? On peut parler d'asymétrie négative, asymétrie positive. Bon, c'est ce que l'on va faire. On va dire que si donc on va donner ici trois suppositions, 3 cas possibles. Pas possible, tous les intermédiaires sont possibles bien sûr, mais là c'est-à-dire 3 références, disons. On va se référer à ces positions ici. Si vous avez SK inférieur à 1, surtout s'il est très loin s'il est beaucoup plus inférieur à 1, vous avez un classement maximum du côté des grossiers. Ça, bien sûr, ça vous rappelle quoi? C'est le classement maximum et la symétrie.
la symétrie, on va la trouver sur la courbe de fréquence. Donc je vous rappelle ici que c'est la courbe de fréquence. Déjà sur la courbe de fréquence, on peut voir la symétrie déjà. C'est ce que l'on va faire. Et classement maximum du côté des grossiers. C'est-à-dire que vous avez plutôt le mode qui sera largement déplacé vers les grossiers. Le mode, je vous rappelle, le mode c'est le point culminant de la courbe de fréquence. Et donc ce mode sera beaucoup plus largement déplacé vers les grossiers, c'est-à-dire à droite, puisque l'on parle des grossiers pour nous, donc c'est à droite. Donc c'est SK supérieur à, inférieur à 1. Et dans ces domaines, si vous voulez, dans les domaines dans lesquels on va trouver ces situations, ce sont surtout des dépôts agités, essentiellement, dépôts agités, dans torrentiel, bon, parfois torrentiel, c'est-à-dire avec forte énergie, ou encore des cordons littoraux, littoraux. Les cordons littoraux sont des dépôts de sable qui naissent pendant les tempêtes. Donc pendant les tempêtes, pendant l'action de la tempête et pendant les grandes tempêtes sur les côtes, sur le littoral, il y a une forte agitation des vagues qui va faire naître des cordons littoraux un petit peu sous le niveau de la mer et qui sont parallèles, plus ou moins parallèles à la plage. Et donc, c'est des milieux dans lesquels on va trouver ces caractéristiques de sable avec un SK inférieur à 1. Voilà, deuxième supposition, donc SK inférieur à 1, si SK égale 1. Donc, si SK égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire le cas dont on a parlé déjà. Si vous vous souvenez bien, vous avez une symétrie parfaite, c'est-à-dire que la courbe de fréquence sera parfaitement équilibrée entre la droite et la gauche, et vous avez le mode qui est placé, qui est égal à la moyenne. Dans ce cas, vous allez trouver le mode égal à la moyenne, parce qu'il coïncide pratiquement avec la moyenne. Droite et gauche sont pratiquement symétriques par rapport au plan central ou au mode ou au plan passant par le mode et l'axe des X. Donc là, c'est-à-dire que c'est une symétrie parfaite, c'est une courbe de Gauss, ce qu'on appelle une courbe de Gauss, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que vous avez un sédiment pratiquement bien classé, certainement bien classé, et vous avez autant de grossiers que de fins, et le courant avait fait exactement une symétrie parfaite. Ceci, vous allez le trouver essentiellement dans certains milieux où vous allez trouver la symétrie parfaite et surtout le bon classement, le très bon classement. Et on a parlé des milieux éoliens, en l'occurrence, les milieux éoliens, les milieux de plage, où l'on peut trouver certainement des choses pareilles. Lorsque SK est supérieur à 1, dans ce cas, vous avez classement, vous devinez ce qui va venir, bien sûr, classement maximum, ou bon classement du côté des fins, ou classement maximum du côté des fins. Ok? Donc là, c'est la courbe, disons le mode, vous allez le trouver largement décalé à gauche, c'est-à-dire vers la fin, vers les fins. Et là, certains milieux dans lesquels on va trouver ça, c'est surtout dans les zones calmes, si vous voulez. Ce sont des zones de dépôt qui sont des zones calmes. Zones calmes de dépôt. Ou encore dans les dépôts de bassin. Dans les dépôts de bassin, là où il n'y a pas vraiment de grands courants, ou des courants très forts, il y a donc ces sables un petit peu qui seront
de cette manière. Donc, dépôt de bassin, zone calme. En général, je peux voir même un petit peu sur les plaines d'inondation, oui, sur les plaines d'inondation, s'il s'agit de limon ou de sable très fin. Donc, vous pouvez trouver un petit peu pareil. Donc, sur les bordures des chenaux, pas à l'intérieur des chenaux, bien sûr, parce que dans le chenal, c'est déjà très fort. Et donc là, c'est des zones relativement calmes ou encore des dépôts de bassin. Donc ça, c'est un petit peu les interprétations. Bon, je vais revenir quand même à ça. Je vais revenir à ça et je vais, je sais pas, je vais tout simplement faire une petite feuille ici libre. Et oui, voici les 3 cas possibles que l'on vient de citer. Voilà, donc si vous voulez, bon, je sais, disons que c'est un axe. Ici, bien sûr, ici vous avez certainement là vous avez les granulomètries. Ce sont des courbes de fréquence ici. Ce sont des courbes de fréquence que je vais faire. Bon, je vais utiliser le pinceau, je ne sais pas ce que ça va donner. Dans tous les cas, donner ça. Et je vais commencer par le cas, le premier, enfin le cas le cas central, quoi. Je vais commencer par le cas de SK égale 1. SK égale 1, c'est-à-dire que si je suppose que j'ai un... là, bien sûr, vous avez, bien sûr, ici, il faut bien savoir que vous avez ici les fins. Et vous avez de ce côté-là les grossiers. C'est-à-dire qu'on a bien des... on évolue des fins vers le grossier, de gauche vers la droite. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais supposer que j'ai, par exemple, ici, quelque chose de vraiment voilà, ça va tomber jusqu'à l'axe, bien sûr. Bon, peut-être comme ça. Bon. Disons que c'est continu. Disons que c'est continu. Donc là, c'est-à-dire que on a un petit peu quelque chose qui ressemble être, qui paraît être très continu, et ça va donner une courbe, voilà, symétrique par rapport au mode, parce que là c'est ce qu'on appelle le mode M. Dans ce cas, vous allez trouver la moyenne égale le mode, bien sûr. Donc ici le mode sera vraiment... Mais dans d'autres cas, on va plutôt trouver ça largement, ça, et la courbe va chuter rapidement du côté des grossiers. Bon, va pas être normalement elle va pas être très verticale ici, mais je l'ai verticalisé comme ça. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le mode qui est largement déplacé vers les grossiers. Et vous êtes alors dans le cas où vous avez, bien sûr, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez SK qui est inférieur à SK inférieur à 1. C'est le cas où vous avez classement maximum du côté des grossiers. Ok? Donc, classement maximum du côté des grossiers. Bon, dans un autre cas, on peut trouver plutôt l'inverse, c'est-à-dire que bon, on va plutôt trouver l'inverse, c'est largement, et la courbe, bon, que je reste quand même très proche. Là, vous allez trouver que
la courbe va augmenter. Bon, la courbe va voilà. Donc dans ce cas-là, ce nouveau cas ici, vous allez trouver SK supérieur à 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez largement le mode qui est déplacé vers les fins. Et là, c'est le cas des zones de calme, tandis que là, c'est le cas des zones où vous avez bien sûr des grossiers, surtout une énergie très forte, donc relativement forte, donc des zones torrentielles, de dépôts torrentiels ou de dépôts de cordons littoraux. Donc c'est le cas où vous avez SK qui va varier déjà. Donc vous remarquez ici que ce sont des courbes de fréquence. Je dis bien que ce sont ici des courbes de fréquence. Donc ça, ce sont bien des courbes de fréquence. Ok, ce sont des courbes de fréquence qui sont données sur ce schéma. Donc là, c'est l'explication de ces cas ici que l'on vient de citer dans les interprétations que donne Trask pour l'indice d'asymétrie. L'indice d'asymétrie. Voilà, donc ça c'est Trask. On va parler tout de suite des indices, pardon. J'ai une touche ici qui coince, bon, mon ordinateur. Donc là, c'est la suite. Je vais parler des indices comme là, indice de Trask 1, ici 2, indice d'Inman. Inman, c'est un auteur, bien sûr, aux environs de 1956, à partir 52-56. Il s'est intéressé à la granulométrie, bien sûr. Il a développé beaucoup de choses. Et vous allez voir donc l'essentiel de ce que Inman va nous laisser comme savoir dans ce domaine. Donc, indice d'Inman, il va être, ces indices seront définis en unité phi. Et là, l'unité phi, donc je vais écrire phi comme ça. Phi, c'est la lettre grecque, phi. Donc, je ne sais pas où j'ai mis ça. Phi, ça s'écrit comme ça, bien sûr. Phi. Bon, ça c'est phi. Bien sûr, donc je l'écris encore une fois. C'est un rond avec un axe central. Ça c'est phi. Donc, on va parler de phi comme unité. Donc, déjà, Inman va définir phi. Comment va-t-on passer des millimètres, parce qu'il va travailler quand même avec des paramètres. Donc il va travailler avec des paramètres. Au départ, ces paramètres sont en millimètres, puisqu'on les a définis sur la courbe cumulative en millimètres, mais pour lui, il va les transformer en unité phi. Okay? Mais il va utiliser la formule suivante. Donc il va utiliser la formule suivante. C'est que Q, là, remarquez que j'ai utilisé Q majuscule. Q majuscule. Q de X, en n'importe quel Q, X, si vous voulez, en unité phi, donc en unité phi, ici, ce n'est pas la, je ne peux pas écrire phi en lettres grecques, c'est pour ça que je l'écris comme ça, égale moins, remarquez, vous avez un moins, log de décimale ici, à base 10, de QX, donc de QX, Q millimètre, QX,
en millimètres. En millimètres. C'est-à-dire celle que l'on prend directement sur la courbe cumulative. Multiplié par une constante 3,3219. Donc je fais bien multiplier ici par une constante qui est 3,3219, c'est-à-dire log de 2. Donc là c'est la formule la plus simple, disons c'est la forme la plus simple de la formule d'Hindman, celle que l'on peut retenir facilement, pour pas la peine d'aller dans les détails de la formule au départ. Donc, mais on peut retenir beaucoup plus facilement cette forme de la formule. Bon, c'est pas compliqué. Regardez, si je veux par exemple Q, grand Q de 16 en unité phi, c'est ce que l'on va faire tout de suite, en unité phi, je dois faire quoi pour la trouver? Je dois tout simplement chercher le log de base 10, le log décimal de Qx, c'est-à-dire log de Q16 en millimètres. Bien sûr, Q16, vous l'avez en millimètres. Multiplié par 3,3219. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est l'exemple, si vous voulez, que l'on peut retenir à partir, on applique directement, par exemple, sur Q16. Ben, je vous rappelle, enfin, on va le savoir, que Hindman va travailler essentiellement avec Q16, Q84 et Q50. Et à partir de là, Hindman va nous définir ces indices. Donc, les indices d'Hindman seront d'abord, bon, je sais ça, on a la moyenne phi, et il va la définir comme m phi, je ne peux pas écrire phi, encore une fois, m phi, donc vous l'écrivez sur votre cahier, vous l'écrivez m phi comme je viens de le dire, c'est-à-dire la lettre grecque. M phi égale tout simplement Q16, donc je vais faire la parenthèse, Q, attention, à partir de là j'utilise Q en unité phi. Donc si je fais Qx en majuscule, ça veut dire qu'elle est déjà en unité phi. Donc M phi Q16 plus Q84, majuscule bien sûr, 84, on l'a défini déjà sur la courbe, sur 2. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. On va donner directement, je vais vous le dire, je ne vais pas détailler ici, je ne vais pas interpréter les indices d'Hindman, bien sûr, on n'a pas plus le temps. Je vais vous les donner comme ça, on va les interpréter sur des graphiques, parce que la plupart des indices d'Hindman vont servir à des interprétations sur des graphiques, surtout sur les graphiques de tricard. Donc vous allez voir tout ça tout de suite. Donc M phi, il va définir aussi la symétrie, donc M, la moyenne. Il va définir l'écart type, sigma phi. Et je vais l'écrire sigma phi. Je vais l'écrire pour que vous ayez une idée. Voici comment ça s'écrit. Sigma phi. Donc sigma phi. Sigma comme la lettre grecque sigma. Et phi. Vous écrivez sigma. Et en indice, vous écrivez phi. Sigma phi égale. Ça sera égal tout simplement à Q16 moins Q84. Donc sigma phi, c'est ce que je viens d'écrire maintenant, ça, sigma phi, l'écart type sigma phi, et je vais l'écrire sigma phi égale
Ben, Q16, tout simplement Q16 moins Q84, le tout sur 2. Vous voyez, donc là, c'est toujours un petit peu pour caractériser les courbes cumulatives. Si vous revenez un petit peu à ce que j'ai dit hier, dans la dernière vidéo, enfin, juste celle qui précède maintenant, j'ai dit que tout est joué sur l'écart entre le centre, disons, le point central de la courbe et les branches de la courbe. Pour la caractériser, est-ce qu'elle est verticale, est-ce qu'elle est étalée d'un côté, etc. Donc tout ça, on peut le retrouver par des formules, donc par les formules, et c'est ce que les auteurs ici sont en train de faire. Donc sigma phi égale Q16 moins Q84 sur 2. Il va définir aussi, pour finir avec les indices d'Hillman, il va définir l'asymétrie, ou l'indice d'asymétrie, AS phi, phi. L'AS phi, ça s'écrit comme ça, AS phi, si vous voulez. Mais aussi, vous pouvez trouver AS phi, c'est-à-dire AS, et vous donnez phi en bas, comme ça, en indice, égale, voilà, M phi moins Q50, M phi moins Q50, grand Q50, bien sûr, elle est en unité phi, sur sigma phi. Voilà. Donc AS phi égale M phi moins Q50 sur AS phi. Donc c'est ce que j'essaie d'écrire ici, ou déjà, sigma phi égale, donc AS phi, attention, AS phi, vous pouvez trouver en anglais aussi SK phi, parce que ce qu'on est, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est égal à, on a dit M phi, la moyenne M phi moins Q50, le tout sur sigma phi. Donc, si vous voulez, ouais, je vais mettre quand même les parenthèses ici comme ça. Bon, vous venez de voir comment ça s'écrit, donc ça c'est n'a plus d'importance. Donc là c'est M phi moins Q50 sur sigma phi. Donc là ce sont les trois grands indices de Hillman que l'on ne va pas interpréter comme tout à l'heure parce qu'il y a des interprétations effectivement. Si c'est supérieur à 1 à 0 ou inférieur à 0, etc. Donc écoutez, on a déjà fait ça sur... on va les interpréter surtout sur les diagrammes de Tricard. Donc là, ce sont les indices. Bon, on va passer à l'application. Donc c'est pour ça que j'ai pas le temps, bien sûr. On va passer à l'application de tout ça directement. Je vérifie d'abord déjà. Voilà, je ne sais pas si je peux arriver ou non. Dans tous les cas, je vais essayer. L'application, je passerai rapidement sur l'application parce que j'ai tout dit. C'est à vous de faire maintenant tout le travail, s'il vous plaît. Donc l'application, qu'est-ce que j'ai? J'ai cherché en millimètres sur la courbe de ma courbe de fréquence, enfin ma courbe cumulative. J'ai défini bien sûr en millimètres tous les paramètres et je les ai ici sur ma colonne. Bon, je dois commencer par convertir certains paramètres en unité phi. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai ici Q16,
je dois convertir Q16, Q50, Q84. Pourquoi? Parce que Inman va travailler effectivement par Q16, Q84 et Q50. Donc là, je vais les convertir. Comment je vais faire? C'est très simple. Regardez, vous avez votre calculatrice et j'écris 0,19 ça en millimètres. Je vais chercher le log, bien sûr, décimal. Est-ce qu'il est mon log décimal LG? Donc ça, multiplié par 3,3219. Bien sûr, j'ai un moins de la formule égale moins fois moins c'est plus, donc c'est 2,39. Donc 2,39. Ok? Donc 2,39, c'est fini. Je convertis celle-là aussi. Donc, bon, je l'ai perdu ma machine. 0,22. Je fais pratiquement ce que vous devez faire, bien sûr. Donc, multiplié par 3,3219 égale, voilà, c'est 0,48. Non, c'est pas ça. Non, pardon. Parce que je ne vais pas convertir Q25, je vais plutôt convertir Q50. Donc c'est 0,27. 0,27 multiplié par, enfin, non, 0,27 log multiplié par 3,3219 égale 1,88. 1,88. Ok. Et troisième, bien sûr, c'est 84. Parce que Inman va travailler avec 84 aussi. Donc, c'est 0,38 log multiplié par 3,3219 égale 1,39. 1,39. Ok. Voilà. Donc, j'ai déjà mes données pratiquement. Je passe au calcul. Ok. Je passe au calcul. Et je vais commencer par calculer les indices de Trask. Voilà. Je calcule les indices de Trask. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? La moyenne. Bon, je les efface. La moyenne égale quoi? Bien Q25 plus égale ça. Bon, je vais mettre les parenthèses comme ça. Égale, bien sûr, Q25 plus Q75 sur 2. Et 0 égale racine, donc égale racine de Q75, bien sûr ici en millimètres, sur Q25. 1,23. Et SK égale à Q25 fois égale Q25 multiplié par Q75 sur Q50 au carré. Donc multiplié par elle-même si vous voulez. Bon, je passe vite. Voilà, donc là, c'est les indices de Trask. Les indices d'Inman. Bon, les interprétations. Les interprétations, qu'est-ce que je veux dire? Pour les interprétations, vous avez ici supérieur, comme on l'avait dit tout à l'heure. On a dit que si c'est
pour l'indice de Trask, l'indice de classement S0, si c'est compris entre 1 et 2,5, c'est le cas ici, je pense. C'est le cas ici. C'est compris entre 1 et 2,5, donc vous avez un bon classement. Bon, SK, il est égal ici à presque 0, puisque c'est 0,07. Donc, SK est inférieur à 1. Classement maximum du côté des grossiers. C'est inférieur à 1. Donc, classement maximum du côté des grossiers. Regardez, si l'on voit un petit peu la courbe, notre courbe, on voit très bien que on a largement ce côté-là qui est beaucoup plus moins large que ce côté-là. Donc vous avez le mode qui est largement déplacé vers les grossiers. Et la moyenne, c'est quoi la moyenne? Donc si vous trouvez la moyenne donc, sur notre ici, c'est 0,27. Donc 0,27. Regardez, 0,27 c'est quelque chose comme ça. Ok? Donc 0,27, la moyenne, elle est plutôt, le mode, il sera un petit peu déplacé par rapport à la moyenne. Vous voyez? La moyenne, elle est à gauche du mode. Parce que le mode, c'est le point central de la classe qui porte le maximum ici. Ok? Donc la moyenne sera largement décalée à gauche, alors que le mode il est décalé à droite vers les grossiers. Donc ce qui va revenir à dire que vous avez un SK inférieur à 1. D'accord? Donc SK inférieur à 1. C'est ce que vous avez ici, ou presque 0. Parce que là c'est SK égale presque 0. Il est 0. Donc largement déplacé vers les grossiers. Donc il est largement déplacé vers les grossiers. Donc bon classement du côté des grossiers. C'est ce que j'ai écrit ici. Bon classement du côté des grossiers. Bon, on va passer à la dernière partie des calculs d'Inman. M phi, bien sûr, c'est la moyenne. K, donc regardez qu'est-ce que je fais. Celle-là plus celle-là sur 2. Je ne vais pas refaire les calculs, donc vous le faites. Donc c'est la première cellule plus la deuxième cellule, le tout sur 2. Donc c'est M phi égale 1,89. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, la première moins la deuxième. K2, la cellule K2 moins K10 sur 2. Autrement dit, c'est bien Q16 moins Q84 sur 2. Ok, c'est 0,5. Et sigma phi, bien sûr, c'est Q16, enfin c'est M phi, la moyenne M phi, celle-là, M phi, moins Q50, celle-là, le tout sur sigma phi, c'est-à-dire sur 0,5. Et ça donne bien sûr 0,02. Voilà. On va interpréter tout ça sur quoi? Sur les indices. Bon. Ici, vous voyez certaines courbes de granulométrique. Bien sûr, ce sont des courbes cumulatives. Donc, ce sont des courbes cumulatives de différents dépôts, de différents environnements. On les a vus en classe, mais la courbe granulométrique cumulative de quelques sédiments graviers fluviatiles, gravier de la figure 7, sable marin côtier, sable fluviatile, l'OS, argile. Bon, sable marin côtier, regardez C, la courbe C. C'est la plus équilibrée, bien équilibrée. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si on a des sables éoliens, ça serait beaucoup plus équilibré, mais ça ressemble beaucoup à ça. Donc, et vous avez un équilibre. Tandis que les autres sont largement soit étalés, soit un petit peu dissymétriques, soit, regardez ça, ce sont des dépôts, si vous voulez, tout simplement des mode flow.
c'est-à-dire ce dépôt de courant de turbidité, enfin de brise flow ou de mode flow qui peuvent donner ça, ce qu'on appelle des argiles à bloco, donc c'est-à-dire des mode flow, tout simplement, ce qu'on avait expliqué l'autre jour. Donc ça c'est les différentes courbes cumulatives et pourquoi on cherche à caractériser mathématiquement ces courbes. Bah, si vous voyez ici, vous allez voir que quand même c'est un gramme, enfin on cumule ici des grossiers vers la fin. Et c'est pour ça que j'ai dit attention, il faut bien savoir dans quel sens va augmenter cet axe. Regardez, cet axe il augmente dans ce sens, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Alors que nous, on va cumuler des fins vers les grossiers. Ça c'est le système français, bien sûr que vous voyez ici, mais le système américain ou le système, si vous voulez, par lequel travaille tout le monde presque, il va cumuler des fins vers les grossiers. Donc la dernière chose que l'on va faire, c'est interpréter ça. J'essaie de trouver mes indices de classement, courbe cumulative. J'essaie de trouver, où est-ce que je l'ai fait? J'essaie de trouver où est-ce que j'ai fait ça? Granulose, log, c'est pas ça, non? Est-ce que j'ai... Bon, une minute, je vais le trouver. Donc, dans tous les cas, graphique, c'est ça. Donc, c'est les graphiques sur lesquels on va interpréter les courbes, ça, surtout les indices d'Hillman. Vous avez ça, et je vais vous envoyer ça. Malheureusement, c'est très mal sorti parce que là, c'était un... Je ne sais pas comment faire, mais on va garder ça, de toute façon, pour l'instant, parce que pour les papiers, je l'ai sur papier. Les papiers sont bien, très bien, mais là, il y a une toute petite déformation qui va pas vraiment, pour nous, c'est pas très important. L'important, c'est de savoir que ça existe et de l'essayer, bien sûr. On va interpréter quoi? On va interpréter nos valeurs, bien sûr. On va interpréter nos valeurs ici. Donc, celle-là, ça ne sert à rien. On va interpréter nos valeurs de Hillman. Donc, Hillman, ok, ce sont les résultats d'Hillman, tout simplement, et vous allez les interpréter sur cette... Bon, ça ne sert plus à rien. Est-ce que j'ai fait? Donc, ça, on va interpréter ces résultats, donc n phi, sigma phi, as phi. Regardons un petit peu ce qu'il y a sur ces graphiques. Ce sont les graphiques de Tricard. Donc, graphique de Tricard. Graphique de Tricard. Donc, indice d'Hillman. Je vais écrire interprétation des indices d'Hillman sur les diagrammes de Tricard. Donc là, c'est les indices. Interprétation, c'est le sous-titre par lequel on va finir, bien sûr. Donc là, je vais tout simplement garder en mémoire ça. N phi, sigma phi, as phi. Si je vois ce qu'il y a ici dans les diagrammes de Tricard, je vais trouver, bon, celui-ci, on va pas l'utiliser. D'ailleurs, je dois chercher.
Je dois télécharger ça, enfin, je dois ouvrir ça avec Paint. C'est graphique. Voilà. Pour que je puisse, bien sûr, écrire dessus. On ne va pas utiliser ça. Donc, je ne vais pas utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'il y a Kurtosis. Kurtosis, on n'a pas défini Kurtosis. Les Kurtosis sont encore des paramètres. Si vous voulez, Kurtosis, c'est des indices tout simplement que l'on définit à partir des paramètres, comme on vient de définir les paramètres. Et on n'a pas indice, je veux dire, indice, les indices. Parce que les paramètres ne sont pas seulement 0,25, il y a bien sûr Q10, il y a Q5, il y a... Bon, chaque auteur va un petit peu travailler avec des paramètres qui lui semblent bons. Et donc, certains vont travailler avec les kurtosis. Nous, on ne va pas définir les kurtosis comme indice. Donc, on va éliminer ce graphique. Bon, par contre, on va travailler avec ça. Donc, on a l'écart type. Regardez, l'écart type, vous avez deux choses, l'écart type sur l'axe des X et la médiane n phi, c'est-à-dire la moyenne phi. Donc, on a ces deux valeurs, bien sûr. La moyenne n phi, c'est 1,9 et sigma phi, enfin, qu'est-ce qu'il va retenir ici? Qu'est-ce qu'on va retenir ici? On va retenir l'écart type, c'est-à-dire sigma phi, c'est l'écart type, l'écart type, sigma phi 0,5 et 2, ou 1,9. 0,5, 0,5 et 1,9. 0,5 pour l'écart type, donc c'est-à-dire que je peux faire 100. Bon, je vais retenir 100. Bon, vaut mieux pas choisir quand même ça. Non. Contour, on prendra celui-ci. 0,5. Je trace mon axe quelque part ici. Bon, j'essayais de faire mieux. Et je vais tracer la moyenne. La moyenne, c'est 1,9. 1,9, donc c'est 1,89, donc 1,9. Bon, je suppose à peu près là. Voilà l'intersection. Bien sûr que vous trouvez ici le point d'intersection que vous avez ici, c'est l'endroit où vous êtes un petit peu entre rivière et plage, largement sur plage ou rivière, peut-être, il y a une rivière qui passe par ici. Ce sont quoi? D'abord, ces limites ici. Ce sont des limites empiriques, c'est-à-dire ce sont des diagrammes empiriques. Il y a plusieurs gens qui ont travaillé, si vous voulez, avec des... ils ont fait beaucoup de valeurs, si vous voulez. Beaucoup de valeurs et beaucoup de résultats se sont trouvés toujours dans les dunes. C'est-à-dire qu'on a pris des sables des dunes et on a défini tout simplement que tout ça c'est des dunes. Ce sont des valeurs qui tombent dans la dune. Et on a trouvé aussi d'autres valeurs et on a défini ici un ensemble illimité, si vous voulez, de valeurs qui vont définir la plage. Ok? Et puis, de la même manière, ici, rivière, dune aux rivières, lorsque l'on a des confusions, on essaie de passer un petit peu des limites, etc. Donc là, c'est des courbes et des graphiques empiriques. Ce sont des choses que l'on définit à partir de résultats trouvés dans la réalité. Donc, ce n'est pas des choses calculées, si vous voulez, ces limites, ce ne sont pas calculées, mais sont définies comme limites entre différents échantillonnages et différentes analyses faites dans des sédiments de plage, de dunes ou de rivières, ou un petit peu des mélanges parfois, ou entre dunes et rivières, etc. Voilà, donc là, on va trouver ce point-là. Bon, pour nous, ça serait peut-être plage-rivière, je ne sais pas,
c'est pas encore sûr, donc c'est déjà un point. On va faire ça aussi. L'écart type, on a dit que c'est 0,5 pour nous, donc l'écart type c'est toujours 0,5 sigma, et la moyenne 2 ou 1,9. donc l'écart type, je trace l'écart type, non, l'écart type 5, ok, le fait quand même vertical, voilà, et je trace aussi l'écart type, je trace le skewness. Skewness ici c'était combien? Skewness, c'est-à-dire AS phi, c'est 0,02, c'est presque 0, donc c'est 0. Et je tombe dans une rivière. Bon, l'échantillon tombe dans une rivière, c'est pas moi. L'échantillon tombe dans une rivière. Bon, vous voyez ici, c'est proche de la rivière, plus ou moins. On voit très bien que c'est un secteur où il y a beaucoup d'influence, de caractéristiques d'échantillons de rivière. Voilà, donc l'essentiel c'est de faire ça, exactement comme ça. Médiane. Cette fois-ci, on aura besoin, je répète que ici, skewness, c'est AS phi. On a dit que AS phi ou skewness SK phi, ça veut dire la même chose. Donc là, je répète que skewness phi, SK, skewness SK, c'est l'unité, en unité phi, c'est AS phi. C'est AS phi, la même chose ici. Donc AS phi, regardez, ici c'est 0. Donc je vais faire ça. Et là, la médiane, on a dit que c'est presque 2. Vous voyez, c'est presque 2. Donc, non, attendez. 1,9. 1,9. Je pense que ça, c'est quand même, c'est presque 2. Donc 1,9, peut-être ça doit tomber quelque chose comme ça. Bon, c'est pas loin. Voilà. Donc à l'intersection, au point d'intersection, vous avez bien sûr vos valeurs. Bon, on a un petit peu le domaine là. On a un domaine là. Voilà. Et on a un domaine ici. Bon. Voilà. Donc si vous arrivez à faire ça, c'est déjà bien. Sachez que la granulométrie sera complétée par la morphoscopie et par la, si vous voulez, l'exoscopie aussi. Et on ne s'arrête pas là, bien sûr. La granulométrie elle peut donner bien sûr de très bons résultats, mais on la complète si on a des doutes, si on a des problèmes, si on a un petit peu pour aller plus loin, on peut la compléter par des études morphoscopiques et par des études exoscopiques sur une sélection de grains de quartz. Je ne sais pas si je peux vous envoyer ces deux petits paragraphes à lire, donc 2 fichiers à lire. On va pas le faire parce que ça demande matériel et travail sur laboratoire directement. Donc non, on va pas la faire, l'exoscopie et la morphoscopie. Mais si vous faites ça, c'est déjà bien. Donc l'essentiel de votre travail, c'est de faire exactement ça sur les données de la classe, bien sûr, que vous avez pris dans votre groupe. Faites un rapport complet, bien sûr, avec les calculs, avec les graphiques, avec les données et les interprétations, bien sûr. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bonne santé. Vous aurez, je pense, un TP sur la morphométrie. Moi, j'essaierai quand même de faire mon maximum pour vous montrer disons, ce que l'on fait en classe, disons, un petit peu la méthode et les calculs. Voilà, et si jamais
on rentre en classe prochainement, Inch'Allah, vous aurez déjà le bagage nécessaire pour faire le TP en 2 heures ou une séance, pas plus. Donc ça c'est important quand même d'avoir déjà des connaissances sur une chose avant de la faire en classe. C'est toujours utile, bien sûr. Ça fait réduire le travail et tout ce que le topo de la classe, etc. Vous passez directement à l'application et on peut faire les calculs, sinon vous pouvez les faire chez vous et rendre le rapport à la fin. Voilà, donc bonne santé, bonne journée et travaillez, bien sûr, essayez de faire de votre mieux. Informez-vous, parce qu'il y a pas mal de choses sur Internet, vous pouvez toujours vous informer, vous pouvez lire des choses, des articles et des exemples, etc. L'interprétation granulométrique, pourquoi on fait de la granulométrie, etc. Quel est l'intérêt, tout ça. Voilà. Au revoir et bonne chance.